Quand grand-père a fait semblant d'avoir un cancer, ils se sont précipités pour se partager sa fortune. Maman a dit « Laissez-le mourir ». Mais ce qui s'est passé ensuite nous a tous secoués. Laissez-le mourir. Ce sont les mots qui glacent le sang que j'ai entendu ma propre mère murmurer quand je la suppliais d'aider grand-père Albert. Il venait d'apprendre qu'il était supposément atteint d'un cancer. En quelques heures, ils sont descendus comme des vautours tournoyant au-dessus d'une carcasse fraîche. Il n'y avait ni deuil, ni compassion, juste une avidité brute déguisée en préoccupation familiale. Mais grand-père n'était pas mourant. Il observait. Il nous mettait à l'épreuve. Et quand il a révélé la vérité fort vivant et pleinement conscient leurs masques soigneusement élaborés, n'ont pas seulement glissé, ils ont volé en éclats. Ce qui a suivi n'était pas seulement une révélation, c'était un règlement de compte qui allait détruire notre famille pour toujours. La famille Thompson semblait tout droit sortie d'un tableau de Norman Rockwell. Prospère, respectable, parfaite en apparence. Mais la perfection n'est souvent qu'un mensonge magnifiquement peint, et notre mensonge était sur le point de tomber en poussière. Albert Thompson, grand-père. Albert, pour moi, était un vétéran décoré de la guerre de Corée, et un homme qui s'était fait tout seul, qui avait transformé une petite entreprise de construction en un empire national du bâtiment. Il a élevé 3 enfants dans notre vaste maison coloniale du comté de Westchester. Ma mère, Catherine, mon oncle William et ma tante Margaret. Chacun était imbu de lui-même à sa manière spectaculaire. La femme de grand-père. Ma grand-mère bien-aimée, Hélène, est décédée il y a 8 ans d'une pneumonie. Après cet enterrement, tout dans notre famille a commencé à pourrir de l'intérieur, comme une belle pomme véreuse. Ma mère Catherine a épousé un banquier d'affaires de Wall Street et a développé un appétit certain pour les galas de charité et l'ascension sociale. Elle pouvait sourire doucement, tout en vous plantant un couteau entre les omoplates. Et elle a perfectionné cet art au fil de décennies de politique de country club. Oncle William était associé dans un prestigieux cabinet d'avocats de Manhattan qui ne manquait jamais une réunion de famille, surtout quand les questions d'héritage ou de partage de richesses étaient abordées. Il avait ce talent pour faire sonner les menaces légales comme des suggestions amicales. Tante Margaret était l'âme artistique de notre famille, passant d'un mari à l'autre, d'un vernissage à l'autre, toujours fauché, et demandant toujours de l'argent à grand-père. Elle se présentait comme la créative incomprise, mais en réalité, elle n'était qu'un autre parasite, avec de meilleures relations publiques. Et puis, il y avait moi, Sydney, la fille unique de Catherine. Tandis que mes cousins étaient élevés par des nounous et expédiés en pensionnat, j'ai été pratiquement élevée par grand-père Albert lui-même. Je ne portais pas de chaussures de marque, ni ne participais au bal de débutante, mais je m'asseyais sur le porche pour écouter ses histoires de guerre, son rire contagieux, et oui, même ses déceptions silencieuses à l'égard de notre famille. Nous étions proches, plus proches que quiconque dans le clan Thompson ne le comprenait ou ne prenait la peine de l'apprécier. Il m'a appris à conduire une voiture à boîte manuelle dans son vieux pick-up Ford. Nous passions les samedis matins à pêcher au lac George, parlant de tout et de rien. Il a été plus un parent pour moi que mes propres parents ne l'ont jamais été. C'est pourquoi, lorsque l'appel est arrivé en ce matin gris de novembre, mon univers tout entier a basculé sur son axe. Et ce que j'ai découvert ensuite allait changer tout ce que je pensais savoir sur les gens que j'appelais ma famille. La pluie d'automne tambourinait contre la fenêtre de mon appartement à Brooklyn, et je sirotais ma 2e tasse de café, me préparant pour une autre journée de routine à l'agence de publicité où je travaillais. Puis mon téléphone a sonné. Le nom de grand-père Albert s'est allumé sur l'écran. Sydney, ma chérie. Sa voix était plus basse que d'habitude, presque fragile. Je dois te dire quelque chose, avant que tu ne l'apprennes par quelqu'un d'autre. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qui ne va pas, grand-père? Eh bien, ma belle, je suis allée voir le docteur Morrison hier pour cette toux persistante que j'ai.
Il a fait une pause, et je l'ai entendu prendre une respiration tremblante. Ils ont trouvé quelque chose sur la radio des poumons. Une masse. Ils pensent. Ils pensent que c'est peut-être le cancer. La tasse de café m'a glissé des mains, explosant contre mon parquet dans un éclat de céramique et de liquide sombre. Quoi? Tu es absolument sûre? Ont-ils fait d'autres examens? Pas encore, ma chérie. Mais le docteur Morrison semblait vraiment inquiet. Il a dit que nous en saurions plus après la biopsie la semaine prochaine. Sa voix s'est légèrement brisée. Je voulais juste que tu l'entendes de ma bouche d'abord au cas où. N'ose même pas finir cette phrase, ai-je dit, attrapant déjà mes clés et ma veste. Je prends la route tout de suite. Tu n'es pas obligé. Je suis déjà à moitié dehors. J'ai conduit sous ce déluge de novembre, comme si ma vie en dépendait, faisant le trajet de 90 minutes de Brooklyn à Westchester en un temps record. Je me suis arrêtée à Whole Foods et j'ai pris tout ce à quoi je pouvais penser, de la soupe de poulet fraîche, du traiteur des petits pains au levain moelleux, du thé à la camomille et le plaid le plus chaud que j'ai pu trouver. Mais quand je suis arrivée devant le manoir de style Tudor de grand-père sur Elm Street, j'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. L'allée circulaire était bondée de voitures que je ne connaissais que trop bien. La Lexus blanche de ma mère, l'Audi noir de l'oncle William et la Subaru déglinguée de tante Margaret, qu'elle conduisait ironiquement en prétendant que c'était authentiquement bohème. J'ai utilisé ma clé pour entrer, m'attendant à les trouver en train de réconforter grand-père, peut-être réunis autour de son chevet, offrant leur soutien. Au lieu de cela, je les ai trouvés blottis autour de l'immense table de la salle à manger en chaîne, comme des dirigeants d'entreprise, planifiant une OPA hostile. La table était couverte de documents juridiques de calculatrices et de ce qui ressemblait étrangement à des expertises immobilières. « Oh, bien que tu sois là !» a dit ma mère sans lever les yeux d'une feuille de calcul. Elle portait son bracelet tennis en diamant, celui qu'elle ne mettait que pour les grandes occasions. Nous discutions justement de ce qui serait le mieux pour papa financièrement, étant donné sa situation. L'oncle William a ajusté ses lunettes en écailles de tortue et a tapoté son stylo Mont-Blanc en or contre un bloc-notes jaune. La planification successorale ne peut vraiment pas attendre Sydney. Nous devons être pragmatiques face à cette situation. Tante Margaret faisait défiler son iPhone, recherchant probablement des maisons de vente aux enchères. J'ai déjà contacté plusieurs marchands d'art au sujet de la collection. Nous devrions faire des expertises professionnelles immédiatement. Je suis restée là, tenant mon sac d'articles de réconfort, ayant l'impression d'avoir atterri dans le mauvais cauchemar. Où est grand-père? Il se repose à l'étage, a dit ma mère d'un ton dédaigneux. Il est assez faible. Nous nous occupons des questions cruciales. Les questions cruciales. 3 heures après avoir appris que leur père pourrait avoir un cancer, ils étaient moi déjà en train de disséquer son héritage comme des étudiants en médecine au-dessus d'un cadavre. C'est à ce moment-là que j'ai su que quelque chose était fondamentalement et irrémédiablement tordu dans ma famille. Mais je n'avais aucune idée à quel point leur trahison irait loin. Ce soir-là, j'ai trouvé grand-père Albert dans son fauteuil en cuir préféré dans le bureau. Un lourd plaid afghan remonté jusqu'à son menton. Il semblait plus petit en quelque sorte, plus fragile que je ne l'avais jamais vu. Mais quand nos regards se sont croisés, il y avait quelque chose. Une étincelle qui ne correspondait pas à son état supposément affaibli. « Viens ici, ma chérie », a-t-il murmuré en tapotant le tabouret à côté de sa chaise. Je me suis assise et j'ai pris sa main burinée dans la mienne. Elle était chaude et ferme, pas du tout comme la main d'un homme mourant. « Grand-père, je suis tellement désolée pour le diagnostic, mais nous allons nous battre ensemble, d'accord? Quoi que tu aies besoin. » Il a serré ma main et a jeté un coup d'œil vers la porte du bureau. Puis, se déplaçant avec une agilité surprenante pour quelqu'un qui était censé être aux portes de la mort, il s'est levé et a tranquillement tourné le verrou. « Sydney »
a-t-il dit, sa voix soudainement claire et forte. Il n'y a pas de cancer. J'ai cligné des yeux, certaine d'avoir mal entendu. Quoi? J'ai menti. C'était nécessaire. Il s'est dirigé vers son secrétaire antique et a sorti un petit enregistreur numérique du genre de ceux qu'utilisent les détectives privés. J'avais besoin de voir ce qu'il ferait. J'avais besoin de la preuve de qui ils sont vraiment sous tous ces sourires du dîner du dimanche. Ma bouche s'est ouverte. Tu as fait semblant d'avoir un cancer. Le docteur Morrison est un vieil ami de l'armée. Il a accepté de m'aider avec cette petite expérience. Les yeux de grand-père brillaient maintenant d'une détermination nouvelle. Toute trace de fragilité avait disparu. Sydney, je soupçonne depuis des années que ta mère et mes autres enfants ne me voient que sombre, que comme un coffre-fort ambulant. Mais soupçonner et savoir sont deux choses différentes. Il a brandi l'enregistreur. Cet après-midi, pendant que j'étais censé faire la sieste, j'ai enregistré tout ce qu'ils ont dit dans cette salle à manger. Chaque mot avide, chaque calcul sans cœur. J'avais la nausée. Qu'ont-ils dit? Des choses qui te briseraient le cœur, ma chérie. Des choses qu'aucun parent ne devrait jamais entendre de la bouche de ses propres enfants. Sa mâchoire s'est crispée. Mais toi, tu es arrivé avec de la soupe des couvertures et de l'amour. Tu n'as pas posé de questions sur l'argent, les testaments ou l'héritage. Tu voulais juste prendre soin de ton vieux grand-père. J'étais encore sous le choc de la révélation. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Grand-père Albert a souri, et pour la première fois depuis des jours, son sourire a atteint ses yeux. Maintenant, nous allons les laisser creuser leur propre tombe un peu plus profondément. Je veux voir jusqu'où ils iront. Il s'est rassis et a immédiatement repris son jeu d'acteur fragile, ses épaules s'affaissant et sa respiration redevenant laborieuse. Mais grand-père, fais-moi confiance, Sydney. Je planifie ça depuis des mois. Il va y avoir un règlement de compte dans cette famille. Et quand il viendra, j'aurai besoin de toi à mes côtés. Peux-tu faire ça pour moi? En le regardant dans les yeux, j'ai vu le même homme qui m'avait appris à pêcher, qui m'avait aidé avec mes devoirs d'algèbre, qui m'avait consolé lors de mon premier chagrin d'amour. S'il avait besoin que je joue le jeu de ce test élaboré, alors c'est exactement ce que je ferais. Que veux-tu que je fasse? Je ne savais pas encore que ce dont j'allais être témoin me ferait remettre en question tout ce que je pensais savoir sur la nature humaine. Le samedi matin est arrivé avec une fraîcheur qui faisait danser les feuilles d'automne dans la brise. Mais à l'intérieur du manoir des Thompson, l'atmosphère avait radicalement changé. Le chagrin qui aurait dû remplir ces lieux avait été remplacé par quelque chose de bien plus sinistre. Une avidité froide et calculatrice. L'oncle William est arrivé à 8 îles précises, avec un expert professionnel à ses côtés, un homme mince et nerveux, avec un presse-papier, qui a immédiatement commencé à photographier les antiquités et les œuvres d'art de grand-père. Juste pour avoir une évaluation de base, m'a expliqué William quand je l'ai interrogé. Pour des raisons d'assurance, tu comprends. Étant donné l'état de papa, nous devons protéger les actifs de la succession. Tante Margaret est arrivée 1 heure plus tard, avec une pile de dossiers et son MacBook. Elle avait apparemment passé la nuit à faire des recherches sur les impôts fonciers et les stratégies de liquidation de succession. J'ai trouvé 4 maisons de vente aux enchères, spécialisées dans les antiquités américaines, a-t-elle annoncé, étalant des papiers sur la table basse. Nous devrions agir vite tant que le marché est porteur. Mais c'est ma mère qui m'a vraiment horrifiée. Elle parcourait la maison avec des post-it colorés, marquant systématiquement les objets, comme si elle faisait ses courses dans une vente de succession. Le service en argent massif m'a toujours été promis, a-t-elle dit, plaçant une note rose sur le précieux héritage de grand-mère Hélène. Et papa a toujours dit que la collection de pièces de monnaie devait rester dans la famille. Une note bleue a été collée sur le meuble vitrine antique,
J'ai regardé cette chasse au trésor obscène depuis le seuil de la cuisine, l'estomac noué de dégoût. Pendant ce temps, grand-père Albert était assis dans son fauteuil roulant, dans un coin du salon, enveloppé dans un vieux couvre-lit, jouant son rôle à la perfection. Toutes les quelques minutes, il laissait échapper une toux laborieuse, ou fermait les yeux, comme s'il était épuisé. Il était comme un maître acteur, interprétant le rôle de sa vie. La partie la plus nauséabonde était la façon dont ils parlèrent de lui, comme s'il n'était même pas là. La maison du lac dans les Adirondacks devrait absolument être vendue en premier, a dit William, consultant son bloc-notes. Les prix de l'immobilier dans le nord de l'État de New York ont explosé. Et la maison de la plage dans les Hamptons, a demandé Margaret sans prendre la peine de baisser la voix. Le marché est calme en ce moment, a répondu ma mère d'un ton neutre. Nous devrions la garder jusqu'à l'été, puis la revendre. Il discutait du démantèlement de l'œuvre de sa vie, comme s'il planifiait le menu d'un dîner. Cet après-midi-là, je n'en pouvais plus. J'ai approché ma mère, alors qu'elle photographiait les médailles de guerre de grand-père à des fins d'inventaire. Maman, ne penses-tu pas que nous devrions nous concentrer sur le confort de grand-père, au lieu de tout ça, ai-je dit, en désignant le chaos autour de nous. Elle m'a regardée, avec le sourire condescendant qu'elle avait perfectionné pendant mon adolescence. Oh, ma chérie, tu es si naïve à ce sujet. Papa est vieux, et il est malade. C'est juste la nature qui suit son cours. Elle a ajusté l'une des médailles pour une meilleure photo. Il a eu une belle vie. Vraiment 84 ans, il n'y a pas de quoi se plaindre. La cruauté désinvolte dans sa voix m'a glacé le sang. Il n'est pas encore mort, maman. Eh bien non, mais soyons réalistes. Elle a baissé la voix d'un air conspirateur. Les médecins ont dit que c'était agressif. Nous devons être des adultes pragmatiques face à cette situation. Mais leur planification pragmatique était sur le point de prendre un tournant encore plus sombre. Le dimanche matin a apporté ce que je ne peux décrire que comme une parodie grotesque d'un service de prière. Tante Margaret avait invité le révérend Davis de l'église épiscopale Saint Mark's pour venir prier pour papa et l'aider à trouver la paix. Mais il ne s'agissait pas vraiment de réconfort spirituel. Il s'agissait de cérémonies de rendre leur deuil prématuré respectable aux yeux du monde extérieur. Ils se sont habillés en noir, comme s'ils assistaient déjà à ses funérailles. Mère portait son tailleur sobre, Oscar de la Renta, et ses boucles d'oreilles en perles les plus sérieuses. Oncle William avait l'air de se rendre au tribunal dans son costume gris anthracite, à fines rayures. Même Margaret avait troqué ses foulards flottants habituels contre une robe noire conservatrice. Le révérend Davis, que Dieu le bénisse, semblait sincèrement préoccupé par le bien-être spirituel de grand-père. Mais ma famille a traité sa visite comme une répétition générale pour l'événement principal. Nous voulons juste nous assurer que papa est prêt, a murmuré Margaret au révérend tamponnant ses yeux secs avec un mouchoir en dentelle. Tourner la page est si important pour toutes les personnes impliquées. Ils se sont rassemblés autour du fauteuil roulant de grand-père dans le salon pendant que le révérend Davis lisait des psaumes. Mais voici ce qui m'a donné la chair de poule. Ils n'ont pas inclus grand-père dans le cercle de prière. Ils ont littéralement formé un cercle autour de lui, parlant de lui à la troisième personne, alors qu'il était assis là, supposément trop faible pour participer. « Seigneur, nous te demandons de préparer Albert pour son voyage de retour à la maison », a entonné solennellement le révérend Davis. « Oui, Seigneur », a murmuré ma famille, à l'unisson, la tête baissée dans une fausse révérence. Pendant ce temps, grand-père était assis là, jouant son rôle, hochant la tête faiblement de temps en temps, ou serrant ma main quand je la lui tendais. Mais je pouvais voir le feu qui brûlait derrière ses yeux, et je savais que cette mascarade le rongeait de l'intérieur. Après le service de prière, l'oncle William a pris sur lui de devenir l'exécuteur testamentaire, non officiel, d'une succession qui n'était même pas encore disponible. J'ai réfléchi, a-t-il annoncé autour d'un café et de croissants dans la salle à manger.
Nous devrions agir rapidement pour liquider les propriétés. Le marché immobilier ne restera pas porteur éternellement. À quelle vitesse? A demandé ma mère en sortant son téléphone pour prendre des notes. Je dirais que nous mettons tout en vente dans le mois. Peut-être même plus tôt si l'état de papa s'aggrave. Margaret a hoché la tête avec enthousiasme. J'ai déjà parlé à Sotheby's de la collection d'art. Ils sont très intéressés par les peintures de l'Hudson River School. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Vous avez déjà contacté des maisons de vente aux enchères. Eh bien, quelqu'un doit être l'adulte ici, a dit William d'un ton condescendant. Ces décisions ne se prennent pas toutes seules, Sydney. C'est alors que ma mère a prononcé les mots qui ont brisé quelque chose en moi, pour toujours. Écoute, ma chérie, je sais que c'est difficile pour toi. Toi et grand-père avez toujours été proches. Elle s'est penchée et m'a tapoté la main comme si j'étais une enfant. Mais parfois la chose la plus gentille que nous puissions faire est de laisser la nature suivre son cours. Il est fatigué, Sydney. Il est peut-être temps de le laisser partir. Le laisser partir, comme s'il était un ballon d'hélium à une fête foraine. Cette nuit-là, je me suis assise à côté du lit de grand-père, des larmes coulant sur mon visage. « Ils t'ont déjà enterré ?» lui ai-je murmuré. « Dans leur esprit, tu es déjà parti. » Il a serré ma main. Maintenant, je sais exactement qui ils sont quand ils pensent que personne ne regarde. Mais l'acte final de ce cauchemar était encore à venir. Le lundi soir est arrivé comme le calme avant un ouragan dévastateur. Grand-père Albert m'a demandé de mettre la table de la salle à manger avec la plus belle porcelaine de grand-mère Hélène, le service de fête Lennox, qui n'était sorti que pour les occasions les plus spéciales. « Je veux un dernier dîner de famille », m'a-t-il dit, sa voix portant un poids que je n'avais pas entendu auparavant. « Appelle tout le monde. Dis-leur que c'est urgent. Dis-leur que j'ai quelque chose d'important à discuter. » J'ai poli les verres en cristal jusqu'à ce qu'ils scintillent sous le lustre. J'ai disposé l'argenterie exactement comme grand-mère Hélène me l'avait appris des années auparavant. La table ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine de décoration. Élégante, accueillante et en totale contradiction avec ce qui allait se passer. J'avais passé la journée à cuisiner tous les plats préférés de grand-père: filet de bœuf en croûte d'herbe, purée de pommes de terre, à l'ail haricots verts, amandines et pain de maïs, d'après la recette de grand-mère. La maison sentait les dîners de Thanksgiving de mon enfance chaleureux, réconfortants et pleins d'amour. Ils sont arrivés ponctuellement à 18 heures en vêtus de leurs habituelles couleurs sombres et affichant des expressions de préoccupation forcée. J'imagine qu'ils pensaient que grand-père prévoyait de faire quelques dernières déclarations sur son testament. Peut-être distribuer quelques cadeaux de dernière minute. « J'espère qu'il est assez fort pour ça », a murmuré Margaret en accrochant son manteau. « Il a l'air plus mal aujourd'hui », a observé William, jetant un coup d'œil vers la salle à manger où grand-père était assis en bout de table. Ma mère a juste hoché la tête d'un air sombre, calculant probablement déjà comment se partager les annonces à venir. Nous avons pris nos places autour de la table, la scène ressemblant à s'y méprendre à une réunion de famille normale. Grand-père était assis à sa place habituelle, l'air fragile et diminué dans son fauteuil roulant. J'ai servi le repas jouant le rôle de la petite fille dévouée pendant qu'il bavardait sur la météo et les ragots locaux. Mais je sentais l'électricité dans l'air. Ce ne serait pas un dîner normal. Après que tout le monde se soit servi, grand-père Albert a lentement mis la main dans la poche de sa veste. Ses mouvements étaient délibérés, voire théâtraux. Il a sorti le petit enregistreur numérique et l'a posé soigneusement sur la table, à côté de son verre d'eau. « Avant de manger » a-t-il dit, sa voix soudainement claire et forte. « J'ai quelque chose que je dois partager avec vous tous. » Le changement dans sa voix était si spectaculaire que tout le monde s'est figé une bouchée à mi-chemin. La fourchette de ma mère s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. William a posé son verre de vin avec un cliquetis sec. Grand-père a appuyé sur play. La pièce s'est remplie de leur propre voix du samedi matin. La maison du lac
devrait absolument être vendue en premier. Et la maison de la plage dans les Hamptons. Il a eu une belle vie. Vraiment, 84 ans, il n'y a pas de quoi se plaindre. Il est peut-être temps de le laisser partir. La couleur a quitté leur visage alors qu'ils s'écoutaient disséquer sa vie comme des vautours au-dessus d'une carcasse. La main de Margaret s'est portée à sa gorge. La bouche de William s'est ouverte et fermée comme un poisson hors de l'eau. Mais le pire moment est venu lorsque la voix de ma mère a rempli la pièce claire comme le jour. Laissez-le mourir. L'enregistrement s'est terminé et le silence qui a suivi était assourdissant. Puis, grand-père Albert s'est levé. Pas lentement, pas avec les mouvements laborieux d'un homme mourant, mais avec la posture confiante de quelqu'un qui vient de gagner la bataille la plus importante de sa vie. « Je ne suis pas mourant », a-t-il annoncé, sa voix résonnant dans la salle à manger comme une cloche. « Je ne l'ai jamais été. » L'explosion qui a suivi ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu dans notre famille, soi-disant raffinée. Margaret s'est levée si vite que sa chaise a basculé en arrière. « C'est de la folie. Tu ne peux pas manipuler les gens comme ça. » William pointait son doigt à travers la table. « C'est un piège. Rien de ce que nous avons dit ne tiendrait devant un tribunal. » Mais ma mère est restée assise là dans un silence stupéfait, son visage passant par le choc, la rage, et quelque chose qui aurait pu être de la honte si elle était capable d'en ressentir. Grand-père Albert est resté debout, incarnant toute la prestance imposante qu'il avait toujours eue. « Vous avez été mise à l'épreuve, » a-t-il dit, sa voix, portant l'autorité d'un homme qui avait mené des soldats à travers l'enfer et bâti un empire à partir de rien. Chacun d'entre vous a échoué. Il s'est tourné pour me regarder et son expression s'est adoucie. Sauf Sydney. Quand elle pensait que j'étais mourant, elle a apporté de la soupe du réconfort et de l'amour. Elle n'a jamais posé de questions sur l'argent ou l'héritage. Elle voulait juste prendre soin de son vieux grand-père. De l'autre poche de sa veste, il a sorti une enveloppe scellée. Voici mon Nouveau Testament. Il a été notarié ce matin même par le juge Hamilton. La pièce est devenue mortellement silencieuse. Chaque actif, chaque investissement, chaque propriété, tout revient à Sydney. Sa voix était ferme, définitive. Non par favoritisme, mais par justice. C'est la seule dans cette pièce qui m'aime vraiment plus que mon argent. C'est alors que l'enfer s'est déchaîné. Margaret s'est mise à crier à la manipulation émotionnelle et à la trahison familiale. William a menacé de poursuites judiciaires et d'audience pour le faire déclarer mentalement inapte. Mère a finalement retrouvé sa voix et a commencé à exiger sa part légitime de l'héritage qu'elle n'avait jamais réellement gagné. Mais grand-père Albert avait aussi prévu cela. Il avait également enregistré ce dîner, capturant leurs réactions hideuses pour la postérité. Plus important encore, il avait déjà transféré la plupart de ses liquidités dans une fiducie irrévocable dont j'étais l'unique bénéficiaire. Les contestations judiciaires sont arrivées rapides et furieuses au cours des semaines suivantes. Mère a engagé l'avocat le plus cher de Manhattan pour contester le testament. William a essayé de faire déclarer grand-père mentalement inapte. Margaret a envoyé des lettres, alternant supplications et menaces, toutes désespérées. Mais le juge Hamilton connaissait grand-père depuis 30 ans et le testament était en béton. Le docteur Morrison a confirmé que la fausse alerte au cancer avait été une ruse, mais menée sous sa supervision médicale pour s'assurer que la santé de grand-père n'était jamais réellement en danger. L'héritage a été maintenu. Plutôt que de jubiler ou de me délecter de ma nouvelle richesse, je me suis concentrée sur ce que grand-père m'avait vraiment donné la vérité sur ma famille et la responsabilité d'utiliser son héritage à bon escient. Nous avons passé ces dernières années. Il a vécu 5 merveilleuses années de plus après la grande supercherie comme nous en sommes venus à l'appeler. À voyager dans des endroits qu'il avait toujours voulu voir. Nous avons traversé le pays dans une Mustang décapotable de 1969 restaurée. Nous sommes allés en Normandie pour qu'il puisse honorer ses frères d'armes tombés au combat.
Nous avons passé Noël dans le Vermont et les étés dans un petit chalet dans les Catskills. Quand grand-père Albert s'est finalement éteint paisiblement à l'âge de 89 ans, je lui ai offert les funérailles qu'il méritait. Et sa fortune, elle aide maintenant les anciens combattants sans abri et finance des bourses d'études pour des étudiants méritants. Parce que la vraie richesse ne se mesure pas en dollars, elle se mesure en amour.